La radio nationale du Mali vous remercie de votre fidélité. Il est 13 heures à Maïna, région de Caille et partout au Mali. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le 7 juin dernier a marqué les 3 ans de l'investiture du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Beaucoup de réalisations ont été faites et ce dans plusieurs domaines. Dans ce journal, nous faisons un gros plan sur les actions du ministère en charge de la réconciliation et de la paix avec Siaka Konaté. Le point de l'exécution des recommandations des Assises nationales de la refondation, les chantiers qui restent à exécuter et les perspectives. Voilà le contenu du rapport 2023 du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises. Le document est remis hier au président du Haut Conseil des collectivités. L'erreur judiciaire, c'est le sujet d'intérêt de la chronique judiciaire. Il arrive qu'une personne innocente soit reconnue coupable ou qu'une personne qui a commis un crime soit innocentée et remise en liberté. C'est un problème. Ce problème judiciaire nous rappelle la notion d'erreur judiciaire. Garibou Perrault nous en dira plus dans ce 13h. À l'affiche de la page sport, la Copa América édition 2024, l'Euro 2024, le championnat d'Afrique d'athlétisme senior qui démarre demain à Douala au Cameroun et la leçon du sport qui nous parle aujourd'hui du jury de départ en athlétisme. Ce sera avec Isaac Tienou. Bonjour. En 3 de l'investiture du président de la transition, colonel Assimi Goïta, c'était le 7 juin dernier. Gros plan dans ce journal sur les activités du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, un département qui a changé d'appellation après la décision des autorités de la transition de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en janvier dernier. Ce ministère, avec à sa tête le colonel-major Ismaël Ouagui, a participé à l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, une initiative présidentielle dont l'objectif est de permettre aux Maliens de s'approprier le processus de paix. Les grandes actions du département dans ce reportage signé Siaka Konaté. Le retour de la paix et de la stabilité au Mali est l'une des priorités des autorités de la transition, d'où la création d'un département dédié à cela. C'est une première. Colonel Ismaël Ouagui, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le changement proprement dit a commencé quand le colonel Assimi Goïta a pris la présidence de la transition le 7 juin 2021. De ce jour à aujourd'hui, soit 3 ans après, il y a beaucoup d'activités et d'actions qui se sont passées au niveau du Mali, tant en termes de réforme, mais aussi en termes de refondation. Et le ministère de la Réconciliation n'est pas resté en reste. Donc, déjà, le premier changement fort, c'était le changement même du nom du département. Initialement, c'était le ministère de la Réconciliation nationale. Avec ce changement, c'est devenu le ministère de la Réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc déjà, le décor était planché avec une initiative forte et avec une volonté forte de montrer au peuple, à la communauté internationale, quel est l'attachement de ce pays à la paix, puisque c'était la première fois qu'on parlait de paix au sein des départements, et aussi quel est l'attachement pour trouver la solution à l'épineuse problématique du Nord dans le cadre de l'accord. Et c'était la première fois aussi qu'on désignait clairement un département qui devait prendre en charge l'accord. Dans le passé, ça n'a jamais été fait. Le département a à son actif l'élaboration d'une stratégie nationale de la réconciliation assortie d'un plan d'action, l'institutionnalisation de la semaine de la réconciliation organisée du 15 au 21 septembre de chaque année. Autre acquis, la tenue à Kidal du comité de suivi du défunt accord issu du processus d'Alger. C'était la première fois que nous avons pu organiser un comité de suivi de l'accord qu'on appelle communément CSA au niveau de la région de Kidal, au niveau de la région de Caille et beaucoup d'autres à Bamako. Vous vous souvenez que avant l'avènement de la transition, il était très difficile pour les membres du gouvernement de se rendre à Kidal. Et chaque fois que les membres du gouvernement devaient se rendre à Kidal, c'était de trouver des accords avec les mouvements signataires.
avec l'avènement de la transition, la mise en place du cadre de concertation intermalien et surtout le fait qu'on ait donné des places au mouvement signataire au sein du gouvernement, ça nous a permis de se rapprocher et ça nous a permis de se déplacer dans la région de Kidal pour s'enquérir des réalités et voir réellement comment ça se passe et voir quelle est la situation des populations et qu'est-ce que l'État peut faire pour le bénéfice des populations dans la situation actuelle. Concernant la relance du processus de paix, le cadre de concertation intermalien a permis au gouvernement et au mouvement signataire d'accorder leur violon sur l'intégration de 26 000 ex-combattants, mais les deux parties ont eu des divergences de vues sur la mise en œuvre de certaines dispositions, notamment celles qui ne respectaient pas les principes d'intégrité, de souveraineté et de laïcité du Mali. Donc le problème qu'on a eu dans le processus de mise en œuvre de l'accord, c'est vraiment le fait que le gouvernement, de façon systématique, a refusé la mise en œuvre de toute disposition qui donnait des germes de séparatisme et autre chose. Donc c'est à partir de là que nous avons compris que les mouvements signataires tels que la CEMA, la coordination des mouvements des Azawad, n'étaient pas forcément dans une dynamique d'État unitaire. Parce que s'ils étaient dans cette dynamique, il y a certaines dispositions qui n'étaient même pas précisées clairement dans l'accord. C'est leur interprétation qui a fait qu'on puisse avoir des difficultés. Ce qui fait qu'à partir de là, ils ont commencé à poser des actes pour mettre le processus en retard et accuser le gouvernement de mauvaise volonté, alors qu'en réalité, le processus n'était tout simplement pas en train de partir en leur faveur. C'est dans ce contexte que le département a dénoncé publiquement les agissements, l'impartialité de comportement du chef de file, qui est l'Algérie, à travers une lettre qui a été adressée au ministre des Affaires étrangères algérien. Aussi, un autre acte fort du processus, c'est quand les mouvements signataires ont suspendu leur participation dans le processus de mise en œuvre de l'accord et dans la foulée, le gouvernement aussi a suspendu le paiement des indemnités et des primes. Et résultat, les autorités de la transition ont mis fin le 25 janvier 2024 à l'accord issu du processus d'Alger et à l'initiative du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a été organisé le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est là pour permettre aux Maliens de s'approprier le processus de paix, donc trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Avec la fin de l'accord, l'urgence de tenir le dialogue intermalien était là. Parce que le dialogue intermalien se veut comme une prise nationale de l'accord, mais aussi une prise en compte des difficultés et incompréhensions issues de l'accord, avec un résultat incroyable. Un certain nombre de recommandations en sont sorties, et parmi les recommandations, le ministère de la Réconciliation a une grande partie des recommandations, et la plupart de ces recommandations s'inscrivent dans le cadre de la suite de l'accord. Il y a eu un plan d'action sur instruction du président de la transition, un plan d'action qui a été proposé au niveau gouvernement par le ministère de la Réconciliation. Maintenant, le gouvernement a pris en charge pour que ces plans d'action soient partagés entre les différents ministères et que chaque ministre puisse s'en inspirer, se l'approprier et sortir. En ce moment, ce sera un plan d'action intergouvernemental. Le département en charge de la réconciliation a pu gérer avec tact les cas des déplacés de Kidal qui se sont enfuis après l'entrée des FAMA dans cette ville le 14 novembre 2023. Colonel Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il y a un certain nombre de populations qui ont quitté la ville sur pression des groupes, des mouvements signataires, en disant qu'il y aura des dommages collatéraux suite à d'éventuels affrontements entre les FAMA et les groupes terroristes et affiliés. Donc, à l'issue de cette prise, le ministère de la Réconciliation a mis en place une stratégie pour le retour de ces déplacés-là. Et il y a un certain nombre de communiqués, 2 qui ont été émis pour qu'on puisse inviter les populations à revenir. Et aujourd'hui, cette stratégie est en train de fonctionner, et en étroite collaboration avec le gouverneur de Kidal, le général Gamou, que je félicite et je remercie ici pour la qualité du travail qu'il mène sur le terrain. Donc, on commence à avoir des résultats parce qu'il y a une grande partie des populations qui commencent à revenir. Et le ministre Ouagé de lancer un appel aux Maliens, aux groupes armés et partenaires, à s'inscrire désormais dans la dynamique de la paix et de la réconciliation nationale. Tous les anciens membres des mouvements signataires ou tous les membres des anciens mouvements signataires
et puis les membres d'autres groupes armés, terroristes et autres, à s'inscrire dans une dynamique de réconciliation telle que recommandée, prônée par le dialogue intermalien. J'invite également tous les Maliens impliqués dans les groupes terroristes à déposer les armes. Il est temps de déposer les armes, de revenir et à s'inscrire dans un processus de paix et de la réconciliation qui est en marche. Pour cela, j'invite tous les Maliens et toutes les Maliennes à construire, à promouvoir la paix, et surtout ceux-là qui ont des parents, des amis, des connaissances qui sont au sein de ces groupes, de se désolidariser, de se dissocier, de déposer les armes et de rapprocher les structures de l'État, surtout les structures de la réconciliation qui sont un peu partout sur le terrain, pour s'inscrire dans un processus de désarmement et dans un processus de réconciliation nationale. Les perspectives concernent entre autres l'application diligente des recommandations du dialogue intermalien, l'élaboration et la mise en œuvre du programme national DDR, la réforme de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Et bien avant le dialogue intermalien, les autorités de la transition ont initié les assises nationales de la refondation et hier, le président du Haut Conseil des collectivités a reçu le rapport 2023 du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations de ces assises, un rapport qui souligne les avancées dans l'exécution des recommandations, les chantiers qui restent à exécuter et les perspectives. Le président du Haut Conseil des collectivités s'est réjoui de la qualité du travail abattu. Le point de la cérémonie avec Bemba Sibi. Remise du rapport 2023 du CNCR ANR au président du Haut Conseil des collectivités. Un moment plein de symboles quand on sait que les ANR recommandent la suppression du Haut Conseil des collectivités. Amadou Tchaoulin Diara, coordinateur général du CNCR ANR. Les assises nationales ont été rurales. Les concepts qui soutiennent cet élan ont été exprimés à travers des volontés de voir doter un jour notre pays d'un code rural et des agropoles pour permettre aux paysans de créer des exploitations communautaires. Nous souhaitons à ceux ou celles d'entre vous qui auront mérité le suffrage de leurs concitoyens de poser les premiers jalons de ces réformes agricoles et institutionnelles dans l'agora du futur Sénat qui vous attend. Le Sénat est l'une des recommandations des ANR. Les autres du jour ont également présenté les grandes lignes du rapport 2023 qui indique que sur 55 recommandations prioritaires, 20 ont été totalement réalisées et 33 en cours de réalisation. 2 restent à réaliser. En ce qui concerne les 153 actions prioritaires complémentaires, 10 ont été réalisées et 110 en cours de réalisation. 33 n'ont pas encore commencé. Pour les 309 recommandations non prioritaires, 19 ont été réalisées et 121 en cours de réalisation. 169 n'ont pas encore eu un début de réalisation. Mamadou Satiki Diakité, président du Haut Conseil des collectivités du Mali. Les recommandations des ANR sont très importantes pour nous, puisque la refondation est une option prise par le peuple malien et donc s'impose à toutes les institutions de la République, et la nôtre y participe avec un grand intérêt pour réaliser ces recommandations. En perspective, en plus de la restitution auprès des institutions de la République, les membres du comité de suivi et évaluation prévoient une campagne d'information et des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour partager le contenu du rapport. Ils prévoient également la prise en compte du suivi et évaluation des conclusions du dialogue intermalien et des états généraux de l'éducation. Solidarité, l'association Graines d'Espoir et le Rotary Club Bamako Avenir au chevet des malades de la drépanocytose. Les deux organisations veulent soutenir ces personnes à travers un dîner gala. Il s'agit de collecter des fonds en faveur des drépanocytaires. L'annonce est faite à la faveur d'une conférence de presse. Reportage Youssouf Diakité. L'association Graines d'Espoir et le Rotary Club International se donnent la main en faveur des malades de la drépanocytose à travers un dîner gala. L'annonce est faite ici, à la faveur de cette conférence de presse qui lance officiellement les activités du gala. L'objectif est de collecter des fonds pour soutenir les drépanocytaires.
Professeur Abdoulaye Aziz Diakité, pédiatre. La drépanocytose est une maladie génétique qui est autosomique récessive, qui est vraiment une maladie de la douleur, donc qui arrive dans les couples qui sont souvent porteurs de traits drépanocytaires. Pour les conseils au couple, c'est d'abord de penser à faire un bilan prénuptial. Et il faut, avant de se marier, connaître son statut. L'un des aspects importants du traitement de la maladie est la prise en charge psychologique. Mamoudou Konaté, psychologue. Les stratégies utilisées par les psychologues dans la prise en charge des drépanocytaires, c'est le counseling pré-test, le counseling post-test, le counseling de suivi, les groupes de parole et les causeries éducatives. Le counseling pré-test, au lieu de dire à quelqu'un d'aller faire le test, il faut l'expliquer, que la personne comprend le test, que la personne adhère au test et que la personne décide volontairement d'aller faire le test. L'initiative de cette mobilisation autour de la maladie drépanocytose est de l'association Graines d'Espoir en partenariat avec le Rotary Club International Bamako Avenir. Mamedi Brino Sidibé, vice-président du Rotary Club Bamako Avenir. Organiser un dîner gala caritatif. On va fixer des tarifs de participation au dîner gala qui dépassent par exemple le coût du plat pour pouvoir faire des bénéfices, des tombolas. On va faire des demandes aussi d'aide à des personnes de bonne volonté, même s'ils ne viennent pas participer à l'activité, de nous accompagner. Les fonds collectés pendant la soirée servira à accompagner financièrement les bénéficiaires, c'est-à-dire les drépanocytaires. Hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye prend part ce jeudi au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale en France, une rencontre co-organisée avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin. C'est la première visite hors du continent pour le nouveau président sénégalais. Lors d'un déjeuner de travail, le président français rencontrera pour la première fois Bassirou Diomaye Faye afin de poser les bases du dialogue avec les nouvelles autorités du pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment hier pour son second mandat. La cérémonie s'est tenue à Pretoria, la capitale économique du pays. Devant les officiels et ses partisans, le président Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère pour le pays. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a prévenu qu'il n'y aurait aucun lieu sûr en Israël si une guerre de grande envergure éclatait. L'annonce a été faite hier dans une allocution de ce dernier diffusée sur la télévision. Cette prise de parole de Hassan Nasrallah intervient au surfond de crainte d'un embrasement lié à la guerre dans la bande de Gaza. Il a aussi indiqué que les effectifs du Hezbollah libanais dépassent largement les 100 000 hommes, précisant que les ressources humaines dont il dispose sont suffisantes même en cas de guerre totale. Le président russe Vladimir Poutine a débuté ce jeudi une visite d'État au Vietnam après l'accord de défense avec la Corée du Nord. Le chef du Kremlin a rencontré son homologue Do Lam dans le palais présidentiel. Cette rencontre est l'occasion pour le Vietnam de consolider les liens avec la Russie qu'il considère comme l'un de ses principaux partenaires dans sa politique étrangère, a affirmé le président vietnamien à la presse. 13h passées de 18 minutes, la page sport, c'est tout de suite. La Copa América édition 2024 débute aujourd'hui aux États-Unis. En attendant, c'est l'Euro 2024 qui retient l'attention. Et sur le continent, le coup d'envoi du championnat d'Afrique d'athlétisme senior sera donné demain vendredi à Douala au Cameroun. Le Mali participera avec 5 athlètes. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Le championnat d'Afrique d'athlétisme senior donne son coup d'envoi demain à Douala au Cameroun. Le Mali sera représenté par 5 athlètes. Nassira Kone, championne d'Afrique de l'Ouest en disque, compétira dans l'épreuve de lancer de poids et de disque. Fodé Sissoko sera engagé au sein de 100 mètres. Émilie Dia se lancera dans l'épreuve du lancer de marteau. Bouakar Diallo, médaille d'argent aux derniers Jeux africains à Accra, sera attendu à la perche. Et enfin, Richard Diawara ira défier ses concurrents au 110 mètres haies. Football.
L'Euro 2024 poursuit sa deuxième journée. Aujourd'hui, dans le groupe C, le Danemark aura affaire à l'Angleterre et la Slovénie comptera le faire avec la Serbie. Dans le groupe B, l'Espagne en découdra avec l'Italie. Une rencontre à suivre sur ORTM 1. C'est une deuxième journée qui a débuté hier dans le groupe B. Déjà, l'Albanie a arraché un nul mérité 2-2 dans le temps additionnel face à la Croatie. Les pays hôtes, à savoir l'Allemagne dans le groupe A dominé la Hongrie par le score de 2-0. Lors de la dernière rencontre de la soirée, la Suisse n'est pas parvenue à se défaire de l'Écosse 1-1 au terme d'une rencontre équilibrée. Et puis l'édition 2024 de la Copa América aura lieu aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat conclu entre les deux grandes confédérations du football des Amériques. 16 équipes prendront part au tournoi. En ouverture, l'Argentine sera face au Canada à partir de 0h de ce soir. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le jury de départ en athlétisme. En athlétisme, le départ est d'une importance capitale dans une compétition. Voilà pourquoi il est géré par toute une équipe d'officiels techniques. Les jurys du départ en athlétisme, c'est donc la leçon du sport avec Isaac Tino. En athlétisme, les départs de course obéissent à des règles. Pour permettre aux athlètes d'être dans les mêmes conditions de départ, toute une équipe est commise à cet effet. Adama Kone, officiel technique international. Le jury est composé aujourd'hui d'un juge arbitre de départ, d'un coordonnateur général, d'un nombre approprié de starters, d'un nombre approprié de starters de rappel et d'un nombre approprié d'aide starter. Au départ d'une course, le coordonnateur général est le seul qui peut hiérarchiser les officiels techniques. Et le coordonnateur peut décider de changer, de faire un mouvement au niveau des officiels techniques. Il se charge de vérifier si tout est OK au niveau du chronométrage manuel, du chronométrage électronique, des juges aux arrivées, en liaison directe avec le directeur de compétition. Il donne l'ordre au starter de donner le départ. Et en ce moment, le starter ne fait que lancer et tirer le pistolet. Les starters sont les plus visibles au départ d'une course en athlétisme. Le starter, c'est celui qui est chargé de donner le départ. Uniquement donner le départ. Après le starter, vous avez le starter de rappel. Il y a un faux départ. S'il y a anomalie au niveau du départ, donc le starter de rappel tire le deuxième coup pour rappeler les concurrents, les athlètes à revenir. L'aide starter, c'est vérification des couloirs, vérification des dossards et présentation de cartons en cas de disqualification ou d'avertissement. Il y a aussi le juge arbitre de départ qui est nouveau dans le système de départ en athlétisme. Mais vu maintenant l'importance du départ, dans les nouvelles règles, il y a le juge arbitre de départ. Il est là en cas de problème de comportement, il disqualifie ou avertit. Le nombre d'officiels qui constituent le jury de départ dans une compétition dépend du niveau de la compétition. Chronique judiciaire. Elle nous parle ce jeudi de l'erreur judiciaire. Lorsqu'une personne innocente est reconnue coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis ou lorsqu'une personne qui a commis un crime est innocentée et remise en liberté, il y a problème. Ce problème judiciaire nous rappelle la notion d'erreur judiciaire. À quel niveau de la chaîne judiciaire peut-on situer la responsabilité d'une erreur judiciaire? Que dit le législateur par rapport à la réparation d'une erreur judiciaire? Voilà les éléments de réponse dans cette chronique réalisée par Garibou Pérou. Arrêté, placé en garde à vue, en détention provisoire ou même condamné par erreur est un fait déplorable. Puisque déplorable, il faut donc situer la responsabilité. Dire le droit et le juste devient ici une mission délicate. Dr Nyana Korodao, enseignant-chercheur. Une erreur judiciaire est une appréciation inexacte du jugement et ou du raisonnement matériel ou moral du droit ou du fait. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le législateur a défini le vol à travers l'article 252 du Code de procédure civile qui dit qu'est qualifié de vol la personne qui soustrait frauduleusement la chose d'autrui. À travers cette définition, on se rend compte qu'il y a deux qualifications. Vol qualifié qui équivaut à un crime et le vol simple. Si par exemple par erreur, le juge fait une mauvaise interprétation des faits en qualifiant le vol qualifié de vol simple, on parle d'erreur de fait. Et si la qualification est exacte,
mais l'application de la règle des droits ne suit pas, on parle d'erreur des droits. La victime de l'erreur judiciaire peut être condamnée par son propre fait. Par exemple, en voulant aider un parent ou un conjoint, elle s'auto-accuse. Pour faire disculper l'autre, il ne peut pas parler d'erreur judiciaire, parce que l'erreur judiciaire est son propre fait. Donc il faut que l'erreur judiciaire soit indépendante de ses agissements. Le fondement de la responsabilité, c'est la faute. Il faut l'existence d'un préjudice, de la faute et le lien de causalité avec le dommage causé. La cause de l'erreur connue, la responsabilité située, il impose à la justice une réparation. Dans ces cas de figure, notre appareil judiciaire ouvre plusieurs voies de recours. La réparation peut concerner l'indemnisation. Il faudra entendre par indemnisation la réparation pécuniaire des dommages causés à la victime de l'erreur judiciaire. Et cela est pris en compte par l'article 552 du Code de procédure pénale, qui dit qu'un innocent condamné injustement à l'issue de l'arrêt ou du jugement de relax ou de condamnation peut demander réparation. La restauration concerne la réparation des souffrances causées à la victime. Et il faut entendre par restauration la présentation de simples excuses. Ça va également du pardon, comme au dédommagement matériel ou à la réparation symbolique. Et c'est la prise en compte de l'indemnisation et de la restauration qu'on pourra parler de réhabilitation intégrale. Et cette réhabilitation intégrale est prise également en compte par le Code de procédure pénale malien dans les articles 222 à 236 du Code de procédure pénale. La réhabilitation intégrale, que vaut cette réhabilitation par exemple pour celui ou celle qui a perdu emploi, mariage et connu le rejet de la société au nom d'une erreur judiciaire? Le terme réhabilitation intégrale sous-tend la volonté du législateur à pouvoir réparer les torts causés par la justice. Mais il faut reconnaître également que la réhabilitation intégrale ne saurait en aucun cas être complète ou totale, dans la mesure où cet affront social, ces souffrances causées à la victime ne pourraient en aucun cas s'effacer totalement. Innocentée ou reconnue non coupable, la victime de l'erreur judiciaire se retrouve brisée dans sa chair et dans son âme. Même réhabilité intégralement, il passe le reste de sa vie ancien locataire de prison. Ainsi prend fin cette édition que moi, Salimata Dao, ai le plaisir de vous présenter. La mise en onde était assurée par Bintou Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, une rédaction de Smao Aydara, le tout coordonné par Ousmane Dao. Tout à l'heure, Kaniketa s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci et bonne suite de programme sur Radio Mali.